Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, à part que j'ai extrêmement soif. J'ai mangé un mac and cheese au gorgonzola comme si demain n'existait pas. Et je me sens déshydratée. Bref. Petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui m'a été énormément demandé et qui visiblement vous pose pas mal de problèmes. Et d'ailleurs c'est tout à fait normal. La féminisation des noms de métiers. Je reçois énormément de messages me demandant comment on féminise ceci, comment on féminise cela, etc. Donc j'ai décidé d'en faire un format un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais simplifier au maximum, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Bien sûr qu'il y aura des choses qui vont être manquantes. S'il vous plaît, soyez indulgents, c'est normal. Donc mon but dans cette vidéo va être de vous aider à féminiser les noms de métiers pour lesquels vous éprouvez des difficultés, mais ça va être aussi de vous faire comprendre un certain nombre de choses sur notre langue. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec un petit peu d'histoire de la langue. Pour comprendre un petit peu comment on doit féminiser les noms de métiers, il faut s'intéresser à l'histoire de la langue française. Et alors ça va sûrement vous étonner, mais comme le précise Eliane Viennot, spécialisée dans les questions de genre, avant 1630, jamais une femme n'a été désignée au masculin. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle explique, hein. Selon elle, plutôt que de parler d'une féminisation des noms de métiers, d'une féminisation de la langue, il faudrait plutôt parler d'une démasculinisation de la langue. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle considère, à juste titre, que la langue française contient déjà en elle-même toutes les ressources nécessaires pour parler des femmes et pour parler du féminin. On a les suffixes en euse, en tris, etc. Bref, pendant des siècles, la langue a utilisé le féminin, elle a été masculinisée à un moment donné, mais on ne peut pas parler de féminisation puisqu'elle est déjà capable d'exprimer ce féminin. Son problème, c'est plutôt le fait de surreprésenter les hommes. Et je trouve cette nuance qu'elle fait, vous allez peut-être trouver qu'elle chipote, au contraire, je trouve ça extrêmement juste et extrêmement brillant. Bon, de toute façon, vous allez le comprendre, je suis absolument fan d'Eliane Viennot. Je regarde toutes ses conférences, je suis ses travaux depuis des années. Elle est hyper intéressante, bref, sur le sujet de toute façon, c'est la queen. Donc retenez bien qu'avant le XVIIe siècle, jamais une femme n'a été désignée avec le masculin. Pour la simple et bonne raison que la langue française possède les marques du féminin, des flexions, notamment en S ou en aurès, alors qui sonnent un petit peu daté, un petit peu archaïque aujourd'hui à nos oreilles. Mais oui, on disait peinteresse, doctoresse, philosophesse, et même autrice et médecine, pour une femme médecin, jusqu'au XVIIe siècle. Oui, oui, je vous assure. C'est-à-dire que la langue française est faite pour que chaque mot ait un masculin et un féminin. Et l'idée que le masculin serait neutre est une absurdité avant le XVIIe siècle. Il faut bien garder ça en tête. Et qu'on veuille nous faire croire que le masculin est neutre et qu'il représente tout le monde, c'est une erreur. Linguistiquement, c'est une absurdité. Non, le masculin n'est pas neutre. Le masculin est masculin. En français, il n'y a pas de neutre. Il y a des formulations neutres, dire par exemple « bonjour tout le monde », oui, mais le genre neutre grammatical n'existe pas. Contrairement à l'allemand, par exemple, dans lequel il existe. Petite citation de Jean Chapelain, s'il vous plaît, XVIIe siècle. « En une femme, il me semble qu'il n'y a rien de si dégoûtant que de s'ériger en écrivaine. Tout ce que vous dites sur ce sujet-là et sur les femmes autrices est admirable », dit-il à Guesse de Balzac en 1639. Donc là, il s'offusque qu'une femme puisse vouloir être autrice ou écrivaine. Mais les formes autrice et écrivaine ne le choquent absolument pas. Il utilise lui-même ces deux mots, ce qui atteste de l'existence de ces mots à l'époque et surtout du fait qu'ils étaient utilisés. Et si au XVIIe siècle, il y a une masculinisation de la langue, il ne faudrait surtout pas penser que c'est le fruit d'un hasard, comme plein de faits linguistiques dans notre langue, hein. Il y a plein de mots qui ont évolué à force d'être prononcés, la prononciation a évolué, etc. Mais le fait que le féminin ait été évincé, évacué de la langue, c'est bien le résultat d'une tendance idéologique. Ce qui est assez marrant hein, quand on voit qu'aujourd'hui, quand des femmes militent pour essayer de reféminiser, enfin de démasculiniser la langue, on nous accuse de wokisme, on nous accuse de vouloir changer la langue à des fins idéologiques. En réalité, c'est simplement une tentative de rétablir ce qu'on nous a enlevé au XVIIe siècle, justement à ce moment-là, en revanche, pour des raisons idéologiques. Alors je vous laisse admirer les citations de nos illustres académiciens de l'époque, c'est assez édifiant. Donc voilà, hein, le genre masculin qui est le plus noble, la supériorité du mâle sur la femelle, toutes ces choses très sympathiques. Bon, on n'est pas surpris, hein, c'est le 17e quoi. Alors il y a aussi Nicolas de Beauregard qui donne son avis. Lui, il est médecin, mais c'est un homme, donc il donne son avis.
Voilà. Il n'a pas fait d'études de lettres, mais il a écrit tout un tas de livres sur la langue française. Et il a énormément écrit, surtout pour vraiment effacer les femmes de la langue, ça c'était son combat. Mais il y a quand même un truc qui le rend légitime à s'exprimer sur le sujet. Nicolas a inventé le mot orthopédie. Voilà. Bravo Nicolas. Alors notons également qu'à cette époque, les femmes vont être évincées et exclues d'un certain nombre de métiers. Si au Moyen-Âge, elles étaient médecine, meunières, etc., petit à petit, on va les exclure de ces corps de métier. Tout cela va peu à peu disparaître parce qu'en fait, les hommes vont prendre la tête des corporations de métiers féminines. Alors, j'en viens au fait, comment féminiser les noms de métiers ? Il y a un guide à la féminisation des noms de métiers qui a été publié officiellement en 1999 par le CNRS et l'INALF, autrement dit l'Institut national de la langue française. Et ce guide, en fait, nous donne vraiment toutes les infos nécessaires pour réussir à féminiser n'importe quel nom de métier. D'ailleurs, notons que depuis 2019, même l'Académie française a fini par se résoudre à féminiser les noms de métiers, c'est dire. Alors je vous propose de vous faire un petit récapitulatif de ce guide. Tout d'abord, il y a les mots qu'on appelle épicènes, autrement dit, qui ont la même forme au masculin et au féminin. Ce sont des mots qui finissent par la lettre E. Exemple, journaliste, juriste, fleuriste, gendarme, militaire. Au féminin ou au masculin, c'est le même mot. On considère aussi épicènes un certain nombre de noms de métiers qui sont des emprunts à l'anglais, comme par exemple make-up artist ou encore web designer. Alors, attention, ce n'est pas le cas de tous les emprunts. On peut noter par exemple le mot manager, qui nous vient bien de l'anglais, mais qu'on trouve aujourd'hui sous la forme manageuse. Donc on voit que ce mot qui, je pense, est tellement rentré dans l'usage qu'on ne le perçoit plus tellement comme un emprunt, et donc on a calqué ce suffixe euse sur un mot qui pourtant est un emprunt. De toute façon, c'est l'usage qui finit toujours par trancher, donc si on entend manageuse de plus en plus, c'est que manageuse existe. On a ensuite ces mots qui sont aujourd'hui considérés comme épicènes, mais pour lesquels ça n'était pas le cas avant le XVIIe siècle, au Moyen-Âge notamment. Par exemple, philosophe, maire, peintre, ou encore notaire et libraire, puisqu'on trouvait les formes notares, librares ou encore philosophesse. Oui, il y a un abonné qui m'a fait une blague sur philosophesse. J'ai trouvé ça drôle en vrai. Ou encore médecine avec un E pour une femme médecin. Alors à noter que pour parler d'une femme qui exerce la médecine, il y a aussi le mot miresse qui existait, que je trouve très joli. Voilà. Ensuite, on a les noms de métiers issus de participes passés, par exemple chargé de communication, apprenti ou encore député. Bon bah là on ajoute un E tout simplement. Aucune difficulté, ou d'un participe présent, commerçante, enseignante, aucune difficulté. Même chose pour les noms de métiers qui sont en yen au masculin et qui deviendront yen au féminin. Une chirurgienne, une électricienne. Aucune difficulté. Ça reste tout à fait logique et simple pour les noms de métiers masculins en et ou en yé, charpentier, boucher, etc. Charpentière, bouchère, poissonnière, plombière, pompière. Aucune difficulté. Alors je sais que pour certaines personnes, plombière et pompière peuvent sonner de façon étrange. La seule explication que je vois, c'est que peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup ou pas du tout de femmes qui exercent ces professions-là, mais je vous assure que plombière et pompière sont des mots qui existent depuis longtemps. En général, quand on commence à avoir des doutes, c'est pour les noms de métiers dont les masculins sont en heure et en teur. Alors on commence avec les noms en heure. Pour les féminiser, on va avoir deux choix, soit E-U-R-E, soit euse. Comment on fait pour choisir ? Je vous explique. On va choisir la forme E-U-R-E quand il n'y a pas de lien sémantique direct avec le verbe ou avec le nom auquel le métier se rattache. Le mot professeur vient du verbe professer, mais le lien sémantique, c'est-à-dire au niveau du sens, entre le verbe professer et un professeur n'est pas immédiat. On peut pas dire le professeur professe. C'est quand même un sens un peu plus éloigné. De la même façon, le mot ingénieur qui vient de s'ingénier n'est pas lié directement à ce verbe. On ne peut pas dire l'ingénieur s'ingénie. Non. Donc pour ces métiers-là, on choisira un suffixe en E-U-R-E. Donc on dira plutôt professeur-re, ingénieur-re. Et on utilisera plutôt le suffixe euse quand il y a un lien direct entre le nom de métier et le verbe ou le substantif qui en découle. Exemple, est imprimeuse, une femme qui imprime. Là, c'est ce qu'elle fait, elle imprime, littéralement. Footballeuse, elle joue au football. Même chose pour la camionneuse ou la chroniqueuse. Là, c'est plutôt clair, ça coule de source, on va dire. La plus grande difficulté, celle des noms de métiers masculins en teur. On va avoir le choix entre teuse ou trice, et en général, c'est là qu'on va vraiment hésiter. Teuse ou trice, comment choisir ? On choisira le suffixe trice quand le nom de métier ne vient pas d'un verbe. Exemple,
autrice. Ça ne découle pas d'un verbe. Ou bien quand ça vient d'un verbe qui ne contient pas de T dans sa désinence. Exemple, créatrice, qui vient bien du verbe créer, mais il n'y a pas de T ici à la fin du verbe. De la même façon, institutrice ne vient pas du verbe instituter. Ou encore la rédactrice, qui ne vient pas du verbe rédacter, mais du verbe rédiger. Encore une fois, pas de T. On choisira également le suffixe trice quand ces noms de métiers ont donné des substantifs en tion, en tur et en tora. Exemple, on dit bien édition, donc on dira une éditrice. On dit bien du tutorat, donc on dira une tutrice. On dit bien une inspection, donc on dira une inspectrice. Et on préférera le suffixe teuse quand ça vient d'un verbe qui comprend un T dans sa désinence. La chanteuse, ça vient du verbe chanter. L'acheteuse, ça vient du verbe acheter. Et la monteuse qui monte, bien sûr, une vidéo. Souvent, la question qui revient, et que vous m'avez beaucoup posée, c'est pour les métiers composés. Il n'y a aucune difficulté, on reprend exactement les règles que je viens de dicter précédemment, et on les applique aux deux mots. Donc, on dira une chirurgienne dentiste, une experte comptable, une agente d'entretien, une sapeuse pompière, ou encore une toiletteuse canine. Voilà. Rien de très compliqué finalement. Souvent la difficulté vient du fait qu'on n'est pas habitué à les entendre, mais linguistiquement il n'y a pas tellement de difficultés en fait. J'en viens maintenant aux points qui font légèrement débat. On avance souvent le problème, la problématique des homophones. Autrement dit, on va dire « Oui mais c'est bizarre au féminin parce qu'il y a déjà un mot qui existe et qui ne veut pas dire la même chose. » Par exemple, dire une chauffeuse, c'est bizarre parce qu'une chauffeuse c'est un fauteuil. Oui d'accord, et un avocat c'est aussi un fruit. Et un tailleur c'est aussi un costume. Et un cadre, c'est aussi un truc dans lequel on met un tableau. Et un secrétaire, c'est aussi un meuble. Bref, il y a plein d'exemples aussi de métiers masculins qui sont polysémiques en fait, qui désignent autre chose, et pourtant ça pose pas tellement de problème. Jamais dans une phrase on va confondre un avocat avec le fruit. Ça n'arrivera pas. C'est une question de contexte. Sachez qu'au XVIe siècle, le mot marmot, pour désigner un enfant, existait au féminin sous la forme marmotte. Et on confondait pas avec l'animal. À part peut-être si on disait la marmotte elle dort beaucoup aujourd'hui, mais bon, bref. L'homophonie, c'est pas un problème en fait. Il y a plein d'homophones dans la langue française, et on arrive à s'en sortir quand on dit qu'on va boire un verre, tout le monde comprend qu'on va pas boire un verre de terre, quoi. C'est juste une question de contextualisation. Deuxième élément de difficulté, c'est de dire que certains mots au féminin sont connotés sexuellement. Alors là, je sais pas si j'ai vraiment un esprit innocent et très pur, mais pour moi c'est loin d'être une évidence. Mais apparemment, ce serait pour ça qu'on a du mal à féminiser le mot entraîneur, qui donne donc une entraîneuse, ou encore le mot coureur qui donne coureuse, ou encore le mot monteur qui donne monteuse. Apparemment, entraîneuse, coureuse et monteuse nous évoqueraient des choses sexuelles. Alors honnêtement, je pense que c'est totalement misogyne. Et encore une fois, ici, les linguistes en ont déjà parlé, c'est simplement une question d'habitude et une question de culture. Des tas de personnes vous diront qu'ils n'y voient absolument rien de sexuel. Et puis je veux dire, un coureur, ça se dit aussi, un coureur de jupons. Pourtant, on dira que tel athlète est un coureur, et là, du coup, c'est pas sexuel. J'ai vraiment du mal avec cet argument, j'ai du mal à le comprendre. Si certains veulent développer en commentaire, vraiment je le lirai avec plaisir. Troisième argument, dire que c'est moche, voire risible. On entend souvent ça pour le mot autrice, beaucoup de gens avancent que c'est moche. Alors là, bon, s'il vous plaît, quand on sait que le mot croûte existe en toute impunité, ou le mot quignon, je pense qu'on peut difficilement reprocher à autrice d'être un mot vilain, quoi. On dit aussi que c'est lourd à l'oreille. Alors, si on dit actrice, on a quand même 3 consonnes à la suite. Ktr. Si actrice, ça passe, mais autrice, non, qui est quand même beaucoup plus doux, je suis désolée, je peux pas comprendre. Donc, je vais le répéter, mais c'est vraiment juste une question d'habitude. Il n'y a aucune raison de prétendre qu'autrice serait plus moche qu'un autre mot. De la même façon, on a déjà avancé que dans écrivaine, on entendait l'adjectif veine, et que donc c'était dévalorisant pour les femmes qui faisaient ce métier-là. Du coup, dans écrivain, on n'entend pas vin? Non? Je sais pas. Je comprends pas. Et enfin, dernier argument, certains métiers, une fois fléchis au féminin, deviendraient dévalorisants. C'est pourquoi de nombreuses femmes elles-mêmes préfèrent dire « je suis pharmacien » ou « je suis directeur ». Alors là, je suis absolument navrée, mais c'est de la pure misogynie intériorisée. Et je ne le dis pas comme un reproche envers ces femmes. Si elles préfèrent le masculin,
Qu'elles se fassent appeler au masculin, bien sûr, on respecte leur choix, mais c'est de la misogynie intériorisée. Il n'y a aucune raison pour qu'un mot, une fois féminin, perde de sa valeur. Si ce n'est qu'on n'est pas habitué à les entendre au féminin, et là ça montre bien à quel point la misogynie peut être profondément inscrite dans notre langue, de là à considérer qu'un mot féminin a moins de valeur qu'un mot masculin. C'est rude quand même. D'ailleurs, Albert Dauzat, qui est un linguiste du 19e-20e siècle, a dit déjà en 1955 « La femme qui préfère pour le nom de sa profession le masculin au féminin accuse par là même un complexe d'infériorité qui contredit ses revendications légitimes. Dérober son sexe derrière le genre adverse, c'est le trahir. » Alors je ne suis pas très fan des hommes qui reprochent aux femmes d'être des traîtresses à leur genre, etc. Mais dans les faits, il n'a pas tort. En tout cas, oui, c'est de la misogynie intériorisée, bien sûr. Alors tout ça, est-ce vraiment utile? Est-ce que là, on n'est pas en train de débattre de choses finalement très superficielles, vraiment sans importance? Alors bien sûr, considérer que tout le sexisme de notre société viendrait de sa langue, c'est une erreur. Voilà, il faut rester nuancé. Il faut bien comprendre que demain, si la langue française était parfaitement neutre, le sexisme ne disparaîtrait pas en un claquement de doigts. On peut citer l'exemple du Japon, par exemple, qui est une langue non genrée, et pourtant, le sexisme est présent au Japon, puisqu'il y a de nombreux autres paramètres qui entrent en jeu, que ce soit l'histoire, les mœurs, la politique, etc. Mais il faut garder en tête quand même que la langue reflète ce que sont nos sociétés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la langue évolue, et c'est la raison pour laquelle de nouveaux mots apparaissent, et certains mots disparaissent parce qu'ils ne sont plus utilisés. Là où je pense qu'il y a quand même une certaine utilité à cette féminisation des noms de métiers, c'est qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, que dans le monde du travail, face à des offres d'emploi, les femmes allaient beaucoup plus postuler si l'annonce, si l'offre d'emploi était écrite en écriture inclusive ou avec la double flexion. Des études ont également montré l'importance de cette inclusivité dans la langue auprès des enfants, qui vont considérer qu'une liste de métiers écrits uniquement au masculin sont des métiers d'hommes, alors que quand il y avait double flexion ou point médian, là, il se mettait à dire que oui, les filles pouvaient peut-être faire ces métiers-là. Aujourd'hui, le monde du travail souffre vraiment d'un problème au niveau de la parité. En 2018, il y a une étude du CIDJ, Centre d'information et documentation jeunesse, qui a montré que seulement 17% des métiers étaient véritablement mixtes. Sachant qu'une profession est considérée comme mixte quand la part d'hommes est entre 40 et 60%. Donc c'est tout un système de stéréotypes de genre qu'il faut déconstruire, et ça dès l'enfance, pour encourager nos fils et nos filles à ne pas s'enfermer dans ce que la société attendrait d'elles et eux. Et je pense que ce processus de déconstruction peut aussi passer par une démasculinisation de la langue, qui ne réglera pas tous les problèmes, bien sûr, j'en suis consciente, mais qui pourra, je le crois en tout cas, aller vers quelque chose de plus égalitaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, sans agressivité bien sûr, si possible. J'ai essayé d'être nuancée, j'espère que vous le serez aussi. Et puis bien sûr, j'ai dû être rapide, il y a tout un tas de choses que je n'ai pas pu aborder malheureusement. Mais si vous voulez nous montrer l'étendue de votre savoir en commentaire, n'hésitez surtout pas, ça fera de bons compléments pour les personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, c'est toujours cool pour l'algorithme et pour visibiliser mon travail. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, on est sur du bénévolat, donc un petit coup de boost ça peut être sympa. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, je sais pas à quelle heure je vais sortir la vidéo, bref, des bisous.